installez-vous. Installez-vous, installez-vous. Vous avez tout ce qu'il faut. Alors, cette plénière est consacrée au choc de l'offre. Un petit mémo là-dessus. La production de logements connaît depuis plusieurs mois une baisse massive, une baisse continue. Ça touche l'ensemble des segments du marché du logement. Côté promotion privée, on est aussi sur un fléchissement. Pourtant, et on l'a rappelé, hein, Madame la Présidente l'a rappelé, on parle de plus de 2,5 millions, 2,7 millions même personnes qui sont en attente d'un logement social et de moins en moins de personnes qui sont en capacité d'accéder à la propriété. Face à cette crise, vous l'avez rappelé, le gouvernement misait sur un choc de l'offre. Alors le principe retenu, c'est d'augmenter largement l'offre de logement sur tous les segments de marché et en misant là-dessus, de pouvoir répondre à la demande et d'enclencher même une dynamique de baisse des prix. L'idée, c'est aussi de développer le logement intermédiaire en permettant aux organismes HLM d'en détenir 10 à 20% dans leur parc. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que justement ces outils qui pourraient être mis en œuvre sont suffisants pour créer ce fameux choc de l'offre? Est-ce que leur effet est assez rapide pour répondre à la crise du logement dont on a parlé déjà? Quel risque est-ce que l'on court à limiter les mesures qui sont destinées à soutenir la demande, comme le prêt à taux zéro, le dispositif Pinel, et est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, ou en tout cas en parallèle, continuer à favoriser l'accession à la propriété? C'est ce qu'on va voir tous ensemble. Je refais un petit tour d'entre vous pour Emmanuelle Cos, évidemment, présidente de l'Union sociale pour l'habitat, Michael Delafosse, maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole, Serge Bayard, directeur général de la Banque de financement et d'investissement de la Banque Postale, bienvenue. Anne-Sophie Grave, vous êtes présidente du directoire de CDC Habitat, Vincent Christia, directeur général de Lyon Métropole Habitat, et Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers de France, FPI. Bienvenue à vous tous. Je vous propose dans un premier temps de faire un petit peu un arrêt sur image, qui a été un petit peu commencé, sur où on en est. Premières pistes qui sont présentées. Est-ce que ça vous satisfait, Emmanuelle Cos? Vous en avez déjà un petit peu parlé. Quel état des lieux on peut tenir là actuellement? Je vais essayer d'être positive. On va rester positive. Et je laisserai Pascal derrière moi. Non, alors, cette crise du logement qui en fait, ne démarre pas. Hein. On voit des signes, que ce soit sur le secteur privé ou social, depuis plusieurs années. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que les choses s'aggravent pour tout le monde d'année en année, de mois en mois. Et si je regarde simplement ce qu'on a pu dire il y a un an, puisque vous vous souvenez peut-être, il y avait eu le Conseil national de la refondation sur le logement, où on nous a demandé en décembre 2022 de travailler sur le sujet pendant 6 mois. On avait rendu des documents avec plus de 300 propositions qui elles-mêmes faisaient déjà l'état de la crise. Ce qui est assez fou, en fait, c'est qu'on voit tous les pans de l'activité de la production de logements bloqués, pour de multiples raisons, mais en particulier parce qu'il y a eu un abandon des aides à ces systèmes de production, que ce soit pour le social ou pour le privé, qu'on a eu des visions très dogmatiques, par exemple sur l'accession à la propriété, où d'un seul coup on dit le prêt à taux zéro, on l'arrête, l'appel accession, on l'arrête, et ça a été très efficace, puisque ça a vraiment démantelé ces activités-là. Mais ce qui est troublant, c'est qu'en 2023, et même aujourd'hui, l'État commençait à reconnaître qu'il y avait une crise grave. Le ministère des Comptes publics, l'ancien ministre des Comptes publics a reconnu qu'il y avait une baisse des recettes et donc une augmentation du déficit public parce qu'il y avait une baisse de l'activité immobilière. Mais face à ça, aucune réponse de l'État, au-delà du constat, aucune, vraiment aucune. Si, pardon, il y en a eu une au CNR qui a été de réduire encore plus certaines aides au développement du parc privé. Donc c'est ça qui est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on a déjà mis du temps à faire reconnaître cette crise, mais nous y sommes arrivés. Et quand l'État a commencé à reconnaître qu'il y avait vraiment urgence, il a encore réduit les moyens pour le secteur public et privé pour produire du logement. Et on aborde là, on est avec un nouveau gouvernement, un débat budgétaire qui va s'ouvrir la semaine prochaine. Oui. Avec objectivement, pour l'instant, aucune piste, hormis ce que l'on sait de la personnalité, par exemple, de la ministre du Logement. Mais c'est vrai que c'est assez fou de voir donc cet impact économique très fort, puisqu'en fait, cette crise, elle affaiblit les ressources de l'État, en réalité, et une faiblesse, en fait, de la réponse. Et je dirais même,
c'est comme s'il y avait une volonté de ne surtout pas agir, comme si c'était en fait n'importe quelle action des pouvoirs publics était en fait une reconnaissance de leurs erreurs du passé. Donc il va falloir couper cette spirale infernale d'essayer de refuser On s'y emploie ensemble, l'obstacle. mais c'est évidemment compliqué. Pascal Boulanger, du côté justement des acteurs de la construction, comment ça se passe, les conséquences de la crise? Donc on entend bien qu'il y a eu des mesures prises qui ont fait un recul énorme, qu'on est un petit peu comme dans un déni finalement de la crise du logement. Quelles sont les répercussions de votre côté? Ça se passe mal, ça se passe très mal, puisque 2023 était la pire année depuis tant que nous tenons des statistiques, à peu près 50 ans. Et 2024, nous sommes partis pour être encore moins bons de 15% à peu près par rapport à 2023. Donc on n'a jamais été aussi mauvais en termes de chiffres, en termes de statistiques. Et tous les trimestres, j'annonce des chiffres de pire en pire. Donc je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Je suis d'accord totalement avec ce que vient de dire Emmanuel. Je te remercie d'ailleurs de nous donner une tribune à ton congrès. Merci beaucoup Emmanuel. Mais la prise de conscience a eu lieu. Alors je pense que l'ancien gouvernement pensait que le logement était trop cher et que pour que le prix du logement baisse, il fallait que les acteurs, quand je dis dans les acteurs, la totalité des acteurs du monde du logement, de l'acte de construire, souffrent un peu pour réinventer un modèle, pour travailler autrement. Ça n'a pas été vrai dans le logement ancien, qui a un petit peu baissé, et ce ne sera jamais vrai dans le logement neuf, puisqu'on a un prix technique. Donc ce qui s'est passé, ce n'est pas que les prix ont baissé, puisque sur 5 ans, nos prix sont à peu près flat. Une année, on fait plus 2, l'année d'après, on fait moins 1, l'année d'après, on fait plus 3, donc c'est à peu près étal. Ce qui se passe, c'est qu'on se retire du marché à tel point, puisqu'on parle de choc de l'offre, nous, on n'en est plus là. On tient une nouvelle statistique depuis un trimestre, et sachez que sur un trimestre, les promoteurs de France ont retiré 23% de logements de l'offre. Donc nous, on n'est pas dans le choc de l'offre. On est dans se dire, de toute façon, on a trop d'offres. Alors, par rapport à une année normale, on n'a pas du tout assez d'offres. Mais par rapport à ce qu'on vit, on a beaucoup trop d'offres. C'est un petit peu compliqué, mais c'est simple. Au final, comme on n'a pas de demande, le peu d'offres qu'on a, c'est déjà de trop. Donc nous, on retire de l'offre actuellement pour ne pas s'auto-concurrencer, que le programme A n'aille pas concurrencer un programme B qu'on pourrait avoir à une distance raisonnable. Donc voilà où nous en sommes. Et est-ce qu'il y a des conséquences justement sur vos effectifs, sur les savoir-faire, sur les compétences? Est-ce que ça a des conséquences un peu plus profondes ou on en reste pour l'instant à la situation que vous avez dressée? Alors les conséquences, ça fait quand même pas mal de temps que l'Alliance, que je salue, annonce des catastrophes. Elle commence à avoir lieu puisque des PSE chez les majors, chez les promoteurs et des faillites chez des petits promoteurs ont déjà eu lieu. On perd de la compétence, ça c'est très embêtant parce que ça ne se forme pas un monteur d'opération, un chargé de programme comme on dit. Ils changent de métier, ils ne vont pas chez les concurrents, il n'y a pas de boulot. Donc le jour où ça va repartir, parce que ça repartira, Valérie Létard nous l'a promis, donc ça va repartir, mais on n'aura pas non plus de compétences. Donc on est en train de perdre du savoir-faire, on a des difficultés, nous les promoteurs, parce que tous nos fonds propres sont bloqués dans des opérations qui ne se vendent pas ou se vendent mal, qu'on doit déstocker. On a 2 partenaires, la Caisse des dépôts représentée par Anne-Sophie Grave et Action Logement, que je salue, Bruno Arcadipane, que j'ai vu tout à l'heure. Mais ce n'est pas un modèle, ce n'est pas un business model viable. Donc merci de nous aider à passer cette période difficile, mais sur le long terme, il va falloir retrouver un mode de vie normal. On reviendra un petit peu plus tard sur l'Alliance pour le logement dont vous avez fait allusion et comment vous interpellez justement ce nouveau gouvernement, l'ancien et puis le nouveau. Côté local, donc on voit des difficultés forcément côté promoteur. Côté local, Michaël Delafosse, vous en avez déjà un petit peu parlé, abordé les choses dans votre introduction. La situation de la ville, vous avez dit que vous accueillez 4000 personnes, donc une évolution démographique positive. Comment on fait pour répondre à ces demandes, j'imagine? Comment ça se passe, la situation actuelle? D'abord, la réalité, c'est qu'effectivement, les choses se sont grippées. C'est une situation qui est extrêmement difficile. Les opérateurs bancaires n'ont plus accordé leur confiance à des ménages. Il y a une absence de lisibilité des dispositifs nationaux. Donc, le secteur de la production du logement est en grande tension. Et c'est le mot crise qui doit être relevé, puisqu'on n'a jamais aussi peu produit
depuis très longtemps. Alors, le point de vue qui est le mien, Mettez bien votre... c'est comment nous, on peut essayer d'accompagner la production de logements. Et je donnais ce qu'on a fait. D'abord, nous, ce qu'on a essayé de donner, c'est de la lisibilité aux acteurs sur des fonciers qui sont maîtrisés dans les procédures de ZAC. L'ensemble des opérateurs immobiliers se sont vus présenter les lots pour donner de la trajectoire. C'est nous, dans ce sens-là, qu'on a appelé choc de l'offre. C'est pas la même façon de concevoir le choc de l'offre. La même chose. Premier point. Deuxième point, c'est accompagner les opérations, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, quand elles sont mixtes. C'est-à-dire sur du logement libre qui est porté, les servitudes de mixité sociale ou les partenariats qui peuvent se donner, on met du logement social, ça permet de faire sortir une opération. C'est la mobilisation avec le bail réel et solidaire. Donc moi, je veux vraiment ici dire combien c'est un outil précieux. Je vais raconter une anecdote. Au salon de l'immobilier, tout le monde disait, si ce projet sort, c'est parce qu'il y a eu tant de BRS ou tant. Ensuite, on a travaillé avec l'ensemble des acteurs de l'immobilier sur ce qu'on appelle la clause de retour à meilleure fortune. C'est-à-dire que là, il faut accompagner le projet. On voit comment ça se passe pour que les projets sortent et qu'on arrive à produire du logement. Et puis, on a fait ce que beaucoup de métropoles ont fait. Et je veux le dire, on a voté des plans d'urgence en augmentant les dispositifs d'aide à la pierre pour pouvoir accompagner un certain nombre de projets. Donc, on est dans un moment difficile. Les taux d'intérêt sont annoncés un petit peu à la baisse. C'est un gros travail aujourd'hui avec les acteurs bancaires qui va se jouer. On va voir les annonces gouvernementales. Donc, voilà, il nous faut tenir là-dessus. Moi, je veux donner ici la méthode qui a été la nôtre pour essayer d'accompagner les acteurs de l'immobilier. La méthode, et je termine sur un point, c'est d'avoir une gouvernance. Oui. C'est de travailler avec l'ensemble des acteurs. C'est d'être capable de se dire, en tout cas moi je l'assume comme tel, vos problèmes sont nos problèmes. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez évoqué les licenciements dans un certain nombre de groupes, mais c'est les études notariales qui sont en difficulté. C'est les finances locales qui sont impactées. Donc c'est des conséquences en cascade au fur et à mesure. Et ensuite, c'est la tension sur les prix de l'immobilier pour ceux qui souhaitent acheter, qui sont en grande difficulté. Donc c'est une capacité à avoir doté le territoire d'une forme de task force pour pouvoir essayer de soutenir la production de logements sur le territoire. Donc une idée de task force locale pour soutenir l'offre. Je me tourne vers vous, Vincent Criscia, donc toujours au niveau local, vous êtes directeur général de Lyon Métropole Habitat. Même question que Michael Delafosse, comment ça se passe, quel état des lieux vous tirez sur votre territoire, dans votre domaine ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que de la fenêtre d'un office public métropolitain, je partage globalement ce qui a été dit par les trois interlocuteurs précédents. Tout d'abord, et je parle évidemment des demandeurs, et c'est important, la dynamique a été rappelée par Emma Coste tout à l'heure sur la métropole de Lyon, hein, c'est un peu moins d'1,5 million d'habitants. On est passé à quasiment 90 000 demandeurs cet été, c'est plus 30% en 4 ans. C'est énorme, ça veut dire 90 000 sur 1,4 million, c'est une personne sur 20 dans la métropole de Lyon qui attend aujourd'hui un logement social. Donc on voit bien dans quelle crise on se situe par rapport à ça. Après, dans la gestion de la crise, j'ai envie de dire, il y a peut-être deux niveaux d'analyse. Il y a un premier niveau qui est la manière dont on le traite dans l'urgence. Et pareil, je partage ce qui a été dit par Emma, on a attendu pas mal ce qui se passait au niveau national, on ne l'a pas forcément vu arriver au niveau de l'État. Par contre, d'autres acteurs se sont engagés. Les bailleurs sociaux ont fait leur travail, et je crois que ça a été redit là aussi par notre confrère de la FPI, à travers ce fameux rôle contracyclique. Chez LMH, donc au niveau de Lyon Métropole Habitat, l'année 2023, c'est un doublement de la production en programmation. Donc clairement, on a mis beaucoup de moyens sur le neuf. J'ai lu la dépêche aussi de la Banque des Territoires d'il y a quelques jours, et c'était aussi apparemment assez notable sur les chiffres 2024. Donc du coup, je crois qu'on n'a pas à rougir du côté des bailleurs sociaux par rapport à la manière dont on a intervenu au moment de la crise. Les collectivités locales aussi ont joué un rôle extrêmement important, et en tout cas sur la métropole de Lyon, on en a profité. Je veux dire, c'est un investissement financier, c'est un investissement politique. C'est une manière aussi d'intervenir de manière précise dans les dossiers,
en appui aussi des promoteurs et des acteurs investisseurs pour faire sortir un certain nombre de projets. Donc c'est vrai que sur la métropole de Lyon, là aussi, les chiffres qu'on a partagés avec les élus locaux de la métropole, hein, c'est quasiment 90 programmes immobiliers qui ont été sauvés sur l'année, de l'ordre de 5000 logements libres et sociaux, à travers finalement le temps passé et l'investissement, à la fois financier mais politique, sur ces programmes. Donc ça permet, on va dire, de gérer sur des zones locales l'attention. Ouais. Après, évidemment, quand on projette à plus long terme, et là je vous rejoins, le business model, il est cassé. Donc aujourd'hui, nous, bailleurs sociaux, on ne pourra pas tenir très longtemps ce rythme-là. C'est quand même assez inquiétant quand vous dressez cette situation, hein, pour les conséquences qu'il va y avoir derrière, à la fois sur des professions comme les notaires, comme les savoir-faire dans vos professions de promoteurs, et puis localement pour répondre à cette demande qui ne fait que continuer, puisque si on entend l'évolution démographique, ça ne va pas s'arrêter d'un coup. Anne-Sophie Grave, vous êtes présidente du directoire de CDC Habitat. Dans les idées de l'ancien gouvernement, et on va découvrir ce qui va se passer pour le gouvernement actuel, il y avait cette idée de développer le logement intermédiaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une piste qui est favorable dans cet état de crise qu'on a décrit jusqu'à maintenant? Alors, CDC Habitat aujourd'hui, c'est 80% de logements locatifs sociaux et 20% de logements intermédiaires. Alors c'est vrai, quelquefois on oppose intermédiaire et social, mais on pense qu'il ne faut pas les opposer. Et donc pour démarrer, je voudrais dire de quoi on parle. Quand on parle du logement locatif intermédiaire, nous on a regardé qui ont logé dans nos logements. En fait, ce sont des ménages dont les ressources moyennes sont de 3 100 € par mois. Si on regarde ici dans la région Occitanie, on va être plutôt à 2 500, 2 700 € par mois. Le portrait type, c'est un jeune ménage, 38 ans, un enfant, qui est dans un parcours, soit un parcours de mobilité professionnelle, soit un parcours résidentiel, et il va rester 5 à 7 ans dans le logement locatif intermédiaire. Donc vous voyez des taux de rotation bien supérieurs, je dirais, au locatif social. Donc on est vraiment, je dirais, sur un produit différent. Ensuite, le logement locatif intermédiaire, effectivement, il répond à une demande des territoires. C'est-à-dire qu'on en fait, on en produit, effectivement, si la collectivité, effectivement, dans sa projection et dans sa programmation de logement, souhaite répondre, je dirais, à ce type de besoin par rapport à la population qu'elle a à loger, c'est-à-dire, et comme ça a été dit par le maire de Montpellier, d'avoir des quartiers mixtes avec du social, de l'intermédiaire et de l'accession privée. En ce sens, nous on a signé, je dirais, pas mal de conventions, dont une avec la métropole de Montpellier, notamment pour favoriser le logement des travailleurs clés. Donc, travailleurs clés du territoire, et le maire, président de l'agglomération, souhaitant aussi pouvoir accompagner le logement, par exemple, des personnels hospitaliers, pouvoir accompagner le logement de l'entreprise de transport TAM sur l'agglomération de Montpellier, et le logement intermédiaire est une réponse, pas du tout une réponse unique, le social en est une aussi, mais c'est une réponse complémentaire. Ensuite, il est certain qu'on a joué un rôle très important, ça a été évoqué par le président de la Fédération des promoteurs immobiliers en 2023, puisque comme Action Logement, nous avons aussi, nous, lancé un plan de soutien important à la production de logements, avec 17 000 logements acquis auprès des promoteurs. Et dans ces 17 000, il y avait 12 000 logements locatifs intermédiaires et 5 000 sociaux. Donc on est venu vraiment soutenir, permettre à des programmes de sortir, soutenir les promoteurs, mais aussi les entreprises du bâtiment, en disant, en fait, on a souhaité intervenir pour permettre à des chantiers de démarrer. Je vais prendre un exemple en Occitanie. En Occitanie, c'est la région où ce plan de soutien a le mieux fonctionné. C'est 3 000 logements qui sont sortis grâce à ce plan de soutien. Quand vous regardez la production en Occitanie, ça a été un rôle majeur. Donc ça a été possible, effectivement, via ce logement intermédiaire et aussi par du social. Et je voudrais ajouter que quand on fait ça, parce qu'encore une fois, souvent on oppose les deux, et nous considérons qu'on a besoin des deux, il ne faut surtout pas opposer les deux. Au contraire, quand on a fait ça, c'est des opérations de logement intermédiaire qui ont permis, en fait, au logement social de sortir, qui sinon ne seraient pas sortis. C'est-à-dire on a travaillé avec, évidemment, nous aussi, on est acteurs de social, donc on a produit ce social, mais aussi avec d'autres partenaires bailleurs sociaux sur le territoire. Donc une réponse complémentaire qui permet un petit peu d'impulser la construction aussi de logements sociaux et qui permet de respecter cette mixité que les
les élus locaux veulent garder entre logement social, intermédiaire et puis accession à la propriété. Vous nous direz un petit peu plus tard comment on peut justement activer les leviers pour développer davantage ce logement intermédiaire en complément du logement social. Je me tourne vers vous, Serge Bayard. Vous êtes directeur général de la Banque de financement et d'investissement de la Banque Postale. Et d'ailleurs, un petit aparté, puisqu'on parle des travailleurs clés, vous avez aussi des travailleurs clés à loger. Les postiers, c'est quand même une population qui a besoin de se loger localement près de leur travail. La Banque Postale que vous représentez, c'est une filiale donc à 100% de la Poste, dont une majorité est détenue par la Caisse des dépôts. Vous êtes un acteur clé du financement du logement et notamment du logement social. Alors, même question un petit peu avec votre casquette justement côté financement de la situation. Quel est votre regard ? Alors effectivement, moi aujourd'hui je suis devant vous avec 2 casquettes. Je suis dirigeant du groupe La Poste et je suis directeur général à la Banque Postale. Alors moi j'ai coutume de dire que mes employés sont vos locataires et que vos locataires sont mes clients à la Banque Postale, si je la fais extrêmement courte. Sur nos 270 000 collaborateurs, il y en a 180 000 qui sont en France et on en a 5 à 10 000 de nouveaux tous les ans parce que quand bien même notre activité courrier se réduit, eh bien, nous remplaçons des départs. Et notre enjeu et notre relation avec nos collaborateurs ne s'arrête pas à la sortie du bureau de poste ou à la sortie du centre financier. On a à cœur que nos collaborateurs, qui ont souvent des salaires modestes, puissent se loger décemment dans un environnement sûr, et M. le maire en a parlé tout à l'heure, et pas trop loin de leur centre d'activité. Et clairement, pour nous, ça devient une difficulté en tant qu'employeur de trouver des solutions. On s'appuie beaucoup sur vous en tant que partenaire, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est un vrai point d'attention. Est-ce que ça vous empêche vraiment dans des recrutements, sur des zones tendues, enfin c'est pas à vous que je vais apprendre ce qu'est une zone tendue, c'est effectivement très compliqué quand on a un salaire de facteur de trouver à se loger, surtout quand on est en tout début de carrière. Donc c'est un vrai point d'attention pour des gens modestes qui ne doivent pas se retrouver exilés à 30 km, à avoir 2 voitures et dans une situation financière compliquée. Si je prends ma casquette de banquier cette fois-ci, et plutôt de banquier de financement, effectivement, quelle est la situation ? Si je regarde côté financement des acquisitions, je tiens à dire tout de suite que nous n'avons absolument pas changé nos critères d'octroi. La Banque Postale ne les a pas changés. Ils sont inchangés sur l'ensemble de nos clientèles depuis 2019. Je le dis parce que les chiffres que je vais vous donner pourraient dire mais ce n'est pas ce que vous accordez moins et que vous êtes plus dur. Ce n'est pas le cas. Si je regarde le financement de l'accession à la propriété pour les particuliers, bon an, mal an, on faisait 14 milliards de financement. Aujourd'hui, cette année, ça va être 7. Division par 2 des financements dans un contexte où c'est la demande qui n'est pas là. Et quand on regarde les dossiers, puisqu'on a un bon historique des dossiers, la taille des logements acquis a diminué de 18 mètres carrés au prix similaire. C'est-à-dire que les logements qui sont acquis sont beaucoup plus petits. Ça, c'est lié à renchérissement des coûts, notamment dans le neuf, mais également au fait que les taux d'intérêt ont considérablement augmenté. Ça, c'est le premier point. J'entendais le représentant des promoteurs. Notre activité sur le financement de la promotion a été divisée par 3. Ça ne va pas le surprendre, je pense. Là encore, parce que très peu de demandes. On observe également un rallongement des délais sur toute notre activité de financement de l'aménagement, des SEM d'aménagement, où les projets sont de plus en plus longs. Je vous donne une vision qui est un peu une vision clinique, mais qui est la vision pure et froide du banquier. Ce que l'on voit aussi, c'est une détérioration forte de la situation des départements avec la baisse des DMTO. On est gros partenaire des départements, donc on voit tout à fait ça. Et ce que l'on voit également, c'est moins de financement que nous accordons auprès des acteurs du logement social, en l'occurrence vous, parce qu'il y a moins de demandes, tout simplement. Donc, vu de la banque, on est dans une situation aujourd'hui où les taux d'intérêt sont hauts. Bien entendu, je ne pense pas que ce soit le seul sujet qui grippe la machine. Ce que l'on a aujourd'hui, c'est une demande faible, des projets qui tirent en longueur, et finalement de l'argent qui est là, mais qui n'est
plus prêté ou plus investi dans les opérations, ce qui est un peu dommage. Aujourd'hui, en tant que banque postale, et on est la seule banque commerciale publique, on peut prêter. Je veux dire, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a peu de demandes alors évidemment avec des conditions financières qui sont ce qu'elles sont, mais également avec des politiques d'aide qui ne sont plus là et qui, quelque part, ne permettent pas de réalimenter la pompe. On a fait un état des lieux un petit peu sombre et on va essayer de revenir sur de l'optimisme en essayant de dresser un petit peu des lignes, des pistes pour justement voir comment on peut sortir de cette situation qui a des impacts multiples. Je reste avec vous, Serge Bayard, parce que vous avez parlé justement de cette demande qui n'est pas là, des questions de solvabilité aussi des ménages, de taux d'intérêt haut. Comment on peut activer un petit peu, réveiller cette offre, impulser tout à l'heure, Michaël Delafosse parlait du bail réel solidaire. Est-ce que ça fait partie des outils qui peuvent changer un petit peu la donne? Expliquez-nous un petit peu comment vous voyez une façon de réamorcer la pompe de ce côté-là. Alors, moi, ce que je pense, ce qu'on pense à la Banque Postale, c'est qu'il n'y a pas de solution unique. Il va falloir mettre en action toutes les bonnes volontés, et y compris en déplaçant des petites pierres et pas forcément que des gros cailloux. Nous, à la Banque Postale, on est une entreprise à mission et on milite pour ce qu'on appelle la transition juste. Alors quand on dit transition juste, souvent on pense transition environnementale. Nous, on considère qu'on ne fera pas de transition environnementale si on ne fait pas de transition sociale, c'est-à-dire qu'on n'accompagne pas les gens proches du terrain, avec une transition locale ou territoriale, c'est-à-dire avec des acteurs de terrain. Et donc, ce que nous essayons de faire, c'est de déplacer des petites pierres en fonction des dispositifs dont on peut disposer. J'ai vu que ce congrès était placé sous le signe de l'innovation. Moi, je ne vais pas vous dire qu'on va résoudre le sujet avec une application en 3 clics ou un guichet unique. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Nous, on mise sur les acteurs de terrain. On mise sur les acteurs de terrain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a déployé des équipes qui accompagnent les particuliers, notamment, dans leur parcours d'accession à la propriété. Parce que nos clients, et on en est fiers, sont souvent des clients modestes. Leurs dossiers sont compliqués, et donc nous avons 46 sites en France qui accompagnent ces clients modestes, alors soit en face à face, soit au téléphone, soit par visio, mais qui les aident à monter leur dossier pour améliorer leur solvabilité et ne pas rater des aides. Alors ça nous coûte très cher, mais on en est très fiers. Donc c'est une méthodologie un peu particulière pour... C'est un suivi personnalisé de la même façon que j'ai des équipes en région, et j'espère que monsieur le maire les connaît, parce que quand on veut financer des projets locaux, il faut être présent en local. Après, on a parlé du BRS, mais c'est clair qu'on a été, je crois, le premier à embrayer sur ce dispositif. Il est efficace, mais il ne va pas répondre à tout. Il va en falloir d'autres. Et nous, on est prêt à embrayer là-dessus, en tant que banquier, pour accompagner ces dispositifs. Comment il démarre ce bail réel solidaire? Comment vous le percevez chez vous en tant que banque? Est-ce que vous voyez que ça évolue, que ça peut vraiment prendre? Nous, on trouve que ça évolue trop lentement, puisqu'on a déployé des équipes pour le faire et accompagner, parce que c'est quand même un truc pas forcément toujours super simple. Mais à la fois, c'est la raison pour laquelle chaque dossier est traité et chaque projet est traité de manière spécifique et un accompagnement spécifique. On trouve, nous, que ça ne va pas assez vite. C'est un bon outil, mais que ça ne va pas assez vite. Enfin, dernier point sur lequel je souhaite insister, c'est que dans ce cadre de choc de l'offre, ou en tout cas de développement de l'offre, et Anne-Sophie en a parlé tout à l'heure, nous, on tient beaucoup au partenariat avec les acteurs du logement social, notamment pour vous accompagner sur l'accession sociale à la propriété de vos locataires. Parce que ça permet aussi de contribuer à ce qu'on appelait fut un temps le parcours, le fameux parcours résidentiel. Et on a avec CDC Habitat un partenariat fort, mais avec 180 d'entre vous, parce qu'on est sur un triptyque financier, bien, personne et capacité de solvabiliser cette personne. Donc moi je pense que c'est tous ces sujets-là, le BRS, l'accession sociale, l'accompagnement personnalisé, qui dans un premier temps nous permettent de jouer. Après, nous, on n'est pas ni législateurs ni acteurs du logement, mais je pense qu'il va bien falloir aussi que ce soit accompagné par des grandes politiques. Et j'en terminerai là-dessus. Tout à l'heure, j'ai dit que la transition, elle devait être environnementale, sociale, locale.
On ne peut pas mettre tous les moyens sur la transition environnementale si on ne traite pas le social et si on ne traite pas le local. Parce qu'on se retrouve ensuite avec, on l'a vu, du refus, des conséquences dans les urnes, de gens qui ne se sentent pas accompagnés, parce qu'ils ne comprennent pas les mesures. On leur dit acheter électrique, mais c'est trop cher, j'habite loin, j'y arrive pas. Et s'ils ne sont pas accompagnés localement dans leur parcours résidentiel et dans les actions locales qu'il faut financer et conduire, on aura une incompréhension de nos concitoyens et les clivages ne vont faire que s'accentuer. On voit alors donc une approche un peu partenariale, hein, vous le dites, hein, entre le financement, l'accès à la propriété, ce parcours résidentiel qu'il faut un petit peu réinventer. Côté bailleurs sociaux, Vincent Christia, vous avez parlé tout à l'heure de ce rôle un petit peu contracyclique des bailleurs sociaux. Justement, en temps de crise, vous arrivez un petit peu. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous avez toujours les moyens? Déjà, expliquez-nous un peu ce rôle plus en détail. Et est-ce que vous avez toujours les moyens de faire ça? Comment? Sur quel levier vous pouvez jouer? Alors oui, tout à fait. C'est vrai que, de nouveau, c'est très intéressant aussi ce qui est dit par la Banque Postale et le groupe La Poste. Vous parliez de complexité aussi des dossiers par rapport au public. Je crois que la complexité, on doit aussi l'affronter à travers finalement des palettes de plus en plus larges d'intervention. Et nous, côté Lyon Métropole Habitat, c'est aussi la manière dont on souhaite intervenir quand on crée du logement social. Sur au fond, évidemment, je veux dire classiquement, on intervient sur des ventes en état futur d'achèvement, hein, de manière partielle ou globale en bloc en ce moment. Mais en vrai, on essaie d'aller chercher toutes les solutions possibles pour aller faire du logement. La question de l'intermédiaire, je partage aussi ce que vous avez dit au fond, c'est-à-dire qu'au fond, c'est l'analyse qu'on en fait aujourd'hui avec une disparition progressive des investisseurs dans les programmes immobiliers collectifs. Ça devient une condition sine qua non de sortie des programmes. Donc c'est vrai qu'on est contraint de le regarder. Après, évidemment, alors moi je le dis sur Lyon, d'autant plus intéressant, c'est que c'est une commune, une ville qui a plafonné les loyers libres, comme Villeurbanne. Et donc évidemment, il faut être très très vigilant sur ce qui se passe en termes de niveau de loyer, notamment entre l'intermédiaire et le prix du libre. Donc là, je parle pour mon territoire, hein, et donc c'est ce qui peut aussi nous amener à être très très précautionneux, on va dire, sur ce type de montage, même si d'un point de vue économique, je partage tout à fait l'intérêt. Après, évidemment, on le regarde de manière vraiment prudente. Vous avez des exemples justement concrets où le logement intermédiaire a permis de déclencher des programmes ou Ça c'est ce qu'Anne-Sophie a très bien décrit, c'est-à-dire qu'au fond, souvent, ça participe aussi de l'équilibre général, y compris pour que les promoteurs immobiliers soient en capacité de lancer leur pré-commercialisation, donc c'est un élément assez central. Après, effectivement, nous, Office métropolitain, ce qu'on fait aussi beaucoup, et ça beaucoup de bailleurs le font encore, c'est au fond agir sur les fonciers. Et ça reste évidemment un des nerfs de la guerre, agir sur les fonciers avec une capacité de portage qui est un peu meilleure que d'autres, mais c'est normal parce qu'on a un modèle qui le permet. Et j'allais vous dire, là aussi on a parlé de bail réel solidaire, c'est intéressant parce que j'allais vous dire, quand on est en maîtrise d'ouvrage direct sur des fonciers maîtrisés, ce dont on se rend compte, c'est aussi que l'attente des élus, mais qui est au fond l'attente des administrés derrière, c'est au fond de répondre à une multitude de sujets. Et donc là où on avait, je pense notamment à un cas sur Albigny-sur-Saône qu'on connaît bien pour les collègues de la métropole de Lyon, le programme qu'on avait prévu en 100% logement social, locatif social classique, on a réussi à le faire sortir grâce à du bail réel solidaire, grâce aussi à une intégration des demandes de la ville qui voulait une crèche municipale en rez-de-chaussée, apporter du service aux habitants. Et donc tout ça, si on n'est pas capable de le comprendre, de prendre le temps aussi de le déboucler, eh ben, ces opérations-là ne sortent pas. Donc au fond, la complexité que vous évoquiez aussi sur les montages des dossiers, on la retrouve, mais ça on le sait, on la retrouve dans les programmes immobiliers qui du coup sont de plus en plus, on va dire, en dentelle, hein, de plus en plus en dentelle. Et peut-être vous dire pour terminer, c'est vrai qu'on utilise de la même manière, hein, et c'est un cas qui est un peu lié au contexte du moment, mais on utilise aussi la capacité qu'on a sur certaines opérations, notamment en centre-ville ou dans des zones qui sont quand même avec des fonciers assez élevés en prix. On utilise aussi les capacités qui nous sont données par la loi de revendre une partie de ces programmes-là en libre, ce qu'on appelle la VFA inversée, hein, dans la limite des 30%. On le fait aussi sur quelques opérations, parce que c'est finalement de nouveau, hein, c'est une question d'équilibre économique de ces opérations. Donc quand on veut faire 70% de logement social en zone ultra tendue, on n'y arrive pas autrement.
Tout à l'heure, Serge Bayard disait bon, il faudra quand même une impulsion politique. Hein, on a besoin aussi, dans ce travail partenarial, d'une impulsion politique. Vous le ressentez, vous, par rapport au financement Non, après, c'est vrai que sur le financement, moi, là où de nouveau, je crois que la Banque des Territoires a fait des choses très intéressantes en termes d'analyse. Moi, j'ai envie de vous dire, le sujet, il est beaucoup sur le patrimoine existant. Aujourd'hui, ce qui est très mal financé et très déséquilibré en investissement, c'est nos réhabilitations. Le neuf, il est plus cher qu'avant, mais il reste relativement bien financé. Donc ce qui est difficile pour nous, c'est de tenir évidemment dans la durée les deux objectifs de front. Et ça a été dit très bien par Emma Coste tout à l'heure, on a besoin de récupérer aussi des appuis, alors que ce soit en aide de l'État ou en financement, hein, je crois que la Banque des Territoires aussi y réfléchit, sur nos modèles, nos équilibres financiers sur le patrimoine existant. Parce que sinon, ça coupe un petit peu l'élan si vous n'êtes pas soutenu justement sur cette partie du patrimoine existant. Merci beaucoup. Michaël Delafosse, c'est quoi les facteurs clés de succès? On voit bien qu'il y a une approche assez globale qui permet d'avancer, qui permet d'impulser plus rapidement. On voit qu'il y a des questions de financement, de solvabilité. Qu'est-ce que vous voyez comme facteur clé de succès par rapport aux expériences concrètes sur votre territoire? D'abord, il n'y a pas de mesure unique. C'est la multiplicité des mesures et de cette trajectoire qui sera donnée qui va nous permettre de sortir de la crise. Et bon, je vais être un peu direct, quoi, mais le coût de la transmission numérique des permis de construire ou l'achat sur locataire, c'est pas ça. Aujourd'hui, il faut une parole très claire et c'est une multiplicité de mesures. Libérer des fonciers. Il y a les fonciers maîtrisés par les collectivités territoriales. Est-ce que les fonciers d'État peuvent être cédés parce qu'on peut faire du réinvestissement urbain? Ça a été fait des ministres à l'époque. Est-ce que c'est une question qu'on peut encore réenvisager avec le gouvernement actuel? Évidemment, c'est des choses qu'il faut prendre. Multiplicité des outils, on évoque le BRS, le LLI et les investisseurs institutionnels dont CDC, Habitat ou Action Logement sont précieux, mais pour qui et pourquoi? Et ensuite, ça, c'est la question, d'où travailleurs essentiels. Ici, vous avez un CHU. Les agents du CHU, c'est difficile quand vous êtes aide-soignant, ils sont partis habiter à 30 km, on travaille sur une relocalisation. Et donc, je prends ces exemples pour dire, voilà, on peut rajouter ça, 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 pour avoir une stratégie globale. Tout à l'heure, j'ai employé le mot de task force. En fait, les présidents de métropole qui sont là, nous, on souhaite être autorité organisatrice aussi du logement. Parce que ça, c'est un élément qui va être important pour pouvoir accompagner l'ensemble des parlementaires. Aujourd'hui, la question du qui fait quoi crée de la complexité. Alors, je parle de task force parce qu'on est dans la crise, donc on a tous senti qu'il fallait se mettre. Mais là, c'est un chantier qui avait été annoncé par le président de la République lors du congrès de l'Association des maires de France, qui reste à l'état de... Alors, je ne sais pas, ils disent un truc quand un nouveau ministre prend ses fonctions, il dit il y a un projet de loi qui attend sur le bureau. Bon. Ouais. Donc là, ça vous permettrait vraiment de coordonner et de s'assurer un petit peu du développement? En tout cas, ça donnera beaucoup plus de force au territoire pour faire et faire avec les acteurs. Et puis ensuite, il y a les dispositions nationales. Je vais mettre les pieds dans le plat parce que ça n'a pas été évoqué. Alors faites-le bien avec le micro. Il a été dit, on entend bien. On arrête le dispositif Pinel, dispositif fiscal. Et ça, c'était un choix d'économie budgétaire, dont acte. Mais dans ce cas-là, on voit bien que là, au vu de la crise, il va falloir travailler sur un niveau dispositif. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un dispositif primo-investisseur? En tout cas, pour travailler là-dessus, parce que pour l'instant, il n'y a plus rien. Donc l'enjeu, c'est l'ensemble des mesures. Vous voyez, nous, vous évoquiez l'exemple des collègues de Lyon. Mais on prend l'intégralité des enjeux. Vous avez, j'en prends un autre, Airbnb. Si vous saviez combien de logements pour des locataires ça prend, difficile, nombreux. Donc cet enjeu-là, enfin l'enjeu du logement, c'est l'ensemble des mesures et la lisibilité que nous donnerons à ces mesures qui peut relancer la machine. On voit que la difficulté, c'est justement cette multiplicité de mesures nécessaires et par quoi commencer en fait? Non, c'est pas par quoi commencer. Enfin, par quoi continuer, on va dire. Non, c'est d'assumer une volonté qu'il faut produire du logement en France. En fait, le message qu'il faut adresser, c'est celui-là. Et je l'ai dit dans mon propos d'ouverture, aujourd'hui, quand vous êtes un maire et que vous construisez du logement,
où est votre bénéfice, à part une conviction? Qui dit logement, dit une famille, dit des besoins de crèche, des besoins d'école, des besoins de services publics. Aujourd'hui, il y avait une prime qui avait été mise en œuvre pour les maires bâtisseurs. Aujourd'hui, mais voilà, il faut être courageux pour faire du logement, parce que vous n'êtes pas intéressé. Bien sûr. Donc, comprenez bien que l'enjeu, ce n'est pas la mesure, elle n'existe pas. Oui. Par contre, c'est bien de retrouver un énoncé de clarté. Il faut produire du logement pour sortir de la crise. Et c'est d'être capable d'avoir une multiplicité de mesures qui permet de relancer. Aujourd'hui, le message qui est le mien, c'est en disant les métropoles, elles souhaitent être autorités organisatrices du logement, c'est pour pouvoir avoir de la force pour accompagner ça. Parce que cette crise, elle n'a pas vocation à durer d'une part. Et nous savons, ça a été indiqué, vous l'avez vous-même indiqué, le nombre de personnes qui sont en attente de logements sociaux, c'est quoi? C'est pas parce qu'on a moins produit de logements sociaux parce qu'on a ponctionné les offices, mais c'est parce qu'il y a toute une partie du pays qui est éligible et qui est en difficulté. Donc il faut bien répondre. Et là, nous avons, depuis l'après-guerre, le niveau de permis de construire le plus bas. C'est la réalité. C'est pas drôle de parler à Montpellier de choses graves, mais c'est ça la réalité. Et aujourd'hui, quelles dispositions vont prendre les pouvoirs publics nationaux pour faire de la question du logement? Et la réalité, c'est que sur les territoires, l'exemple de, je parlais un petit peu au nom de vos collègues, enfin de mes collègues de la métropole de Lyon, il y a du volontarisme, mais nous, on ne peut pas à nous seuls. Voilà. Donc on sent bien qu'il y a cette histoire de gouvernance aussi, hein, dont vous avez parlé, et puis cette histoire d'impulsion politique. J'ai envie de me retourner, avant Anne-Sophie Grave, je voulais vous faire réagir, Serge Bayard, justement, de votre côté, et on en a parlé tout à l'heure très légèrement, mais l'Alliance pour le logement, c'est un petit peu ça, c'est l'idée de dire, attention, il faut aussi une impulsion politique, sinon on ne va pas y arriver. Oui, l'Alliance pour le logement, c'est exactement ça. C'est de se dire que nos intérêts sont liés, et je vais paraphraser Emma Kos qui dit que nous sommes d'accord à 100% sur 80% des choses, et c'est parfaitement vrai. Un exemple tout bête, la vraie vie. Quand on construit, nous, promoteurs, un immeuble, on va vendre en moyenne 25% aux bailleurs sociaux, c'est une moyenne. On va vendre sur ce qui reste, c'est-à-dire 75%, une moitié, ça fait 37,5% aux investisseurs particuliers qui font une loi Pinel ou quelque chose dans le même genre, et 37,5% aux propriétaires occupants. C'est une moyenne. Aujourd'hui, nos investisseurs, les chiffres sont divisés par 4. Un trimestre normal, on fait 16 000 ventes aux investisseurs. Le dernier trimestre, on a fait 4 200. C'est divisé par 4. Donc, on n'a pas le quota nécessaire pour démarrer nos travaux. Et il faut savoir quand même que nous, les promoteurs, nous produisons 53-54% du logement social en France par ce système de VEFA. Et donc, nous sommes partenaires sur le sujet de l'Alliance. Nous sommes vraiment dans la même philosophie. Il faut sortir du logement. Aujourd'hui, je rebondis sur ce que disait Michael Delafosse, le maire de Montpellier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne marche pas alors qu'on a encore le Pinel. Bon, le Pinel a été un petit peu, ils appellent ça le Pinel plus, moi j'appelle le Pinel plus contraignant. Il a changé au 1er janvier 2023. Il faut absolument, et c'est ma demande déjà faite auprès de Mme Valérie Létard, pas plus tard qu'hier, il faut au moins continuer ce Pinel ancienne version un certain temps. Il ne faut pas qu'il s'arrête au 31 décembre, parce que là, on va droit dans le mur. Il faut le continuer 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps d'avoir le temps nécessaire pour travailler peut-être sur le statut du bailleur professionnel, sur le statut du LLI au particulier, mais là, on n'a pas le temps. On a toujours besoin de cet outil de soutien de la demande, quelle que soit sa forme. Oui, parce que si on n'a pas les investisseurs, nous, on n'a pas le quota nécessaire pour démarrer nos travaux. Et si j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on avait retiré 23% de nos opérations, c'est parce que faute d'investisseurs, on n'a pas ce quota nécessaire pour démarrer les travaux. Il nous faut à peu près entre 40 et 50% selon les dossiers et les banques. Les premiers qui ont réservé, qui sont souvent des propriétaires occupants, viennent vous voir au bout de 6 mois en disant écoutez, voilà, moi ça démarre pas, j'ai plus le temps, je vais passer à autre chose. Et donc on les perd. Et après, c'est l'histoire du chien qui court après sa queue. Et on se rend compte à un moment que le programme n'est pas viable. Et comme dans ce programme, on avait prévu 25% de logements sociaux, ce sont aussi des logements sociaux qui ne se font pas parce qu'on stoppe le programme. Donc, il faut relancer cette demande. J'ai bien compris le titre de cette conférence, c'est bien le choc de l'offre. Mais tant qu'il n'y aura pas de relance de demande, nous,
on ne s'attaquera pas à l'offre. On n'en a pas du tout, mais on en a déjà beaucoup trop. Relance de la demande incontournable si on veut ce choc de l'offre. Anne-Sophie Grave, donc on parlait entre autres du logement intermédiaire, hein, il y a le logement social, le logement intermédiaire côté CDC Habitat. On voit bien que c'est justement dans l'équilibre et dans la complémentarité des réponses qu'on va pouvoir y arriver. Qu'est-ce qui peut faire qu'on favorise, enfin pour impulser ce logement intermédiaire, qu'est-ce qu'il y a comme mesure, qu'est-ce qu'il y a comme levier? Alors, juste peut-être un petit mot en complément de l'intervention de Vincent Christian tout à l'heure, pour rappeler que le logement intermédiaire, on est sur des loyers de 10 à 15% en dessous du marché libre. Donc, sur l'intermédiaire, alors moi je vais dire l'intermédiaire institutionnel, non pas l'intermédiaire particulier qu'a évoqué effectivement Pascal Boulanger, nous c'est très simple, on demande la stabilité des règles. C'est-à-dire, puisque effectivement on fait aussi appel à des investisseurs tiers, des banques assurances qui viennent investir dans ce logement intermédiaire, et en fait ils ne viennent pas si les règles changent en permanence. Donc tout simplement stabilité des règles. Mais au-delà de ça, donc en fait ce qui nous importe aujourd'hui tous, c'est comment effectivement on facilite finalement l'acte de construire, l'acte de production des logements. Et de plus en plus, on est quand même dans une industrie de la transformation. Avec le ZAN, on va de plus en plus vers des reconversions de friches, vers des transformations de bureaux en logement. Et là, je rebondis sur ce que disait le maire de Montpellier, président de l'Agglo, dans son discours tout à l'heure. C'est vrai qu'on a aujourd'hui, en France, des procédures qui sont extrêmement longues sur l'aménagement. On multiplie un peu tout type d'études qu'il faut faire. On partage la finalité des études, par exemple, sur l'environnement, mais accélérons les délais, accélérons les réponses aussi, je dirais, administratives côté État. Je vais prendre un exemple. Nous, on a été un acteur important de la construction du village des athlètes pour les Jeux Olympiques. On a fait en 7-8 ans ce qu'en France on fait habituellement en 10-15 ans, voire plus sur une ZAC. Ce qui veut dire que quand on veut, on peut. Quand on a une volonté politique pour le faire, mais pour ça, oui, il faut des processus dérogatoires, il faut pouvoir accélérer, et en réalité, on peut le faire sur tous les territoires, notamment à enjeu, là où sont les besoins, autour notamment des réseaux de transport. Enfin, si on est cohérent avec l'accessibilité du logement, il y a l'accessibilité transport, le rapprochement emploi-logement que vous avez évoqué tout à l'heure, notamment avec le logement des hospitaliers, ceux qui ont des horaires, par exemple, très décalés. J'ajouterai aussi, puisque voilà, il va y avoir la discussion sur le projet de loi de finances, quand on est dans une industrie de la transformation, donc on travaille en étroit partenariat avec les collectivités, et bien effectivement, souvent il y a de la dépollution à faire, et ce sont des projets qui sont plus onéreux. Donc on a aujourd'hui un fonds friche, qui est devenu un fonds vert, qui marche très bien. Et donc nous demandons effectivement la sanctuarisation de ce fonds friche, et on espère qu'il ne va pas être trop raboté, voilà, dans le cadre de la loi de finances. Et puis je ferai aussi des propositions sur le logement locatif social, puisqu'aujourd'hui, je vais prendre un exemple concret. Vous prenez un maire qui est en commune SRU, qui va se retrouver en zonage 3 en locatif social, mais comme sa commune est devenue très attractive, parce que le zonage dans le social, il date de 2005. Donc l'attractivité de la commune, depuis 2005, a beaucoup évolué. Donc il peut se retrouver en zonage AB1, c'est-à-dire le plus élevé, en zonage dit Pinel, logement locatif intermédiaire, et en zonage, je dirais, le plus faible, en logement locatif social. Vous avez un maire commune SRU, il doit produire. Il est volontariste. Il a un bailleur à ses côtés qui veut produire. Eh bien, aujourd'hui, l'opération ne sortira pas, puisque l'équilibre sera impossible, compte tenu effectivement de ce zonage 3. Donc nous, on a regardé très précisément gérer les différentes catégories, et donc je pense qu'il faut aussi, on en a discuté aussi avec l'USH, Emmanuel, qu'on puisse retravailler, je dirais, sur ces équilibres pour pouvoir arriver aussi à sortir ces opérations. Enfin, je pense qu'il y a un sujet aussi poil à gratter pour les maires, parce que les maires, effectivement, il y a les sujets financiers qu'a évoqué Michael Delafosse, mais il y a aussi le sujet sensible des attributions de logements, parce que le maire aujourd'hui, il a ses 20%, qu'il a avec la garantie des emprunts. On voit bien que là aussi, il y a quand même un sujet sur lequel, effectivement, il faut qu'il y ait une réflexion sur, le pouvoir des maires sur l'attribution des logements locatifs sociaux. C'est le premier sujet que les maires, nous opposent un peu quand on va aller voir pour construire du logement social, en disant « mais qu'est-ce que vous voulez, moi j'aurai 20% des attributions, donc… alors, c'est pas pour ça qu'ils refusent pour autant, mais on voit qu'il faut qu'on ait un travail plus partenarial, je dirais, sur ces attributions.
Emmanuel Cos, une réaction justement déjà sur toutes ces premières pistes qui sont Alors en fait, envisagées. plusieurs réactions. Déjà, parce que vous avez l'air, Émilie, un peu étonnée quand on parlait de multiplicité des mesures. Mais moi, je vais vous dire, le problème en fait de ces termes choc de l'offre, déjà, c'est que c'est des slogans. D'ailleurs, c'est fait pour être de la communication et il n'y a pas de contenu derrière. Moi, c'est vrai qu'en tant que ministre, quand j'avais pris mes fonctions, ma prédécesseuse Sylvia Pinel, elle avait fait un plan de relance. Bon, c'était peut-être pas de la communication, sauf qu'il y avait 40 mesures derrière. Hein. Et en fait, la réalité, c'est que depuis 2017, on nous donne des slogans, choc de l'offre, ou ceci ou cela, mais il n'y a rien derrière. Et ça, c'est la première chose. Parce que des mesures, après, pour relancer une activité économique, on est capable de les trouver. La deuxième chose que m'a appris, là vraiment mon expérience dans le logement, et moi j'ai eu la chance quand j'étais ministre de connaître cette période-là, c'est qu'en fait nous sommes dans un système interdépendant en matière de production de logement. C'est-à-dire que ce n'est pas d'un côté les bailleurs sociaux vont bien, le privé s'effondre, non. Quand ça va bien pour tout le monde parce qu'il y a des dynamiques fortes, et quand ça commence à s'enrayer, ça va enrayer tout le monde. Pas simplement parce qu'on serait interdépendant, mais aussi parce qu'on est dépendant d'un état d'esprit des gens. Et sur la question, on le voit bien. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais les gens ont peur de se lancer. Mais aussi des élus. Quand les élus ne se sentent pas soutenus au niveau national pour faire quelque chose, eh bien, ils ont du mal à y aller juste par la force de la conviction, parce que c'est difficile. Et c'est pour ça que même si nous, aujourd'hui, en tant que bailleur social, objectivement, on est moins en difficulté économiquement que le secteur privé. Néanmoins, on souffre comme les autres. Donc ça, c'est la première chose. Et si vraiment les personnes au pouvoir ces dernières années avaient voulu vraiment relancer l'acte de construire et nous soutenir, ils auraient pu, avec des mesures qui n'étaient d'ailleurs pas toujours des mesures financières. Anne-Sophie en a cité une qu'on demande depuis qu'elle existe, qui est d'avoir par exemple les procédures sur le village olympique qu'on l'ait pour tous les programmes d'intérêt général qui resteraient à définir et dans lesquels on pourrait par exemple mettre la production de logements sociaux, la densification, le logement des travailleurs essentiels. Ça c'est très simple, ça ne pose aucune question financière. Donc ça c'est la première chose. La seconde sur laquelle je pense qu'il faut dire les choses clairement, simplement et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Le logement intermédiaire, qui est un logement moins cher que le logement privé, il est utile. Mais comme l'a dit Anne-Sophie Grave, il est utile dans certains territoires où la demande, elle est présente. Mais par contre, et c'est un peu ça l'ambiguïté d'aujourd'hui, c'est qu'on nous pousse, nous, bailleurs sociaux, à faire du logement intermédiaire, non pas pour répondre à une utilité du logement, mais parce qu'on a totalement dégradé nos capacités à voir un programme qui fonctionne économiquement. Et donc on nous dit, puisque vous avez moins d'argent, faites de l'intermédiaire, ça ira mieux. Sauf que ce n'est pas ça le sujet. La question, c'est de savoir pourquoi, en 20 ans, nous sommes moins aidés, je ne parle pas des prêts, je parle bien des subventions, nous sommes moins aidés par l'État et les collectivités pour produire du logement social. Donc, c'est plus compliqué, plus coûteux de produire du logement social. Donc, on cherche évidemment à avoir des opérations qui vont nous permettre d'équilibrer les choses. Mais vous voyez, cet équilibre, il est à double tranchant. Il va être intéressant de faire du logement intermédiaire, je le redis, là où on a notamment des actifs qui sont vraiment en demande de ce loyer intermédiaire, qui ne rentrent pas dans le logement social et qui ne vont pas dans le parc privé. Mais sincèrement, il y a des territoires où on ne fera jamais de logement intermédiaire. Et ça a été vraiment la blague quand même de ce qu'on nous a raconté ces derniers mois en nous expliquant que l'intermédiaire allait être la solution aux productions HLM. Ce n'est pas du tout le cas. On a besoin des deux, avec des outils de financement pour les deux. Et c'est ça qui me semble évidemment essentiel. Et évidemment qu'après, on peut réfléchir à tous les outils. L'autre chose que je voulais dire aussi, parce que il faut qu'on l'ait en tête, c'est que l'impact de la crise, il touche. Et Pascal a été très, très modeste. Il touche beaucoup d'entreprises, notamment du secteur privé. Il touche les notaires, il touche les architectes, il touche les bureaux d'études. Toutes ces personnes-là, c'est nos partenaires de tous les jours. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont un peu invisibles dans la destruction d'emplois et dans les difficultés économiques, mais ils sont, nous on le voit parce qu'on travaille avec eux dans le logement social, et je pense que ce qui a été difficile pour nous, acteurs du logement social, c'est qu'au moment où on nous a demandé de l'aide pour porter des programmes qui étaient prévus pour de l'accession privée, mais qu'on pouvait transformer, c'est qu'on en a fait un peu, mais sincèrement, on n'a plus les capacités financières d'aller sauver des programmes immobiliers qui font sens, ou de les porter en social un moment avant de leur donner une vie en privé plus tard. Et ça, c'est assez terrible. Et je le dis, c'est aussi parce qu'à un moment,
pour des raisons certainement très dogmatiques, en fait, on casse des outils de production. Et ce que je ne comprends pas, ce qui est quand même assez paradoxal, c'est que on a une très forte défense de l'industrie, enfin, on a un retour de la défense de l'industrie en France qui est vraiment heureux, où on remet en tête l'idée qu'il faut défendre ces outils de production. Quand il s'agit de parler de la production de la ville, d'un seul coup, cette réflexion s'efface. Pourtant, nous produisons autant de richesses, nous déployons des emplois locaux non délocalisables, nous sommes capables en plus d'offrir des emplois qui sont peu qualifiants, enfin peu qualifiés, mais qui permettent de qualifier à long terme, donc qui répondent aussi à des enjeux d'insertion professionnelle. Et c'est comme si la production de la ville et derrière l'aménagement, la production de logements n'avait pas cette place dans l'outil de production, alors qu'en fait, il est essentiel aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je pense que chacun, dans nos différences de métiers et de points de vue, on essaie de remettre du contenu en termes de mesures, mais aussi d'ambition et de vision, pour simplement essayer d'enrayer cette crise. Parce que comme ça a été très bien décrit, à un moment, quand vous ne logez pas vos concitoyens, ben, en fait, c'est quand même une partie, comment dire, en tout cas, c'est ce qui explique que certains partis politiques, aujourd'hui, jouent beaucoup sur ce sentiment de délaissement. De colère et d'abandon, un peu. Il y a cela, y compris, moi je rencontre, mais vous tous, on rencontre des locataires HLM qui ont des projets, qui veulent à un moment accéder à la propriété, qui veulent même bouger pour prendre d'autres emplois. C'est ce sentiment d'abandon et de colère, il est énorme. Et donc c'est aussi pour ça que nous, je crois ici, on pense quand même que quand on produit du logement, quand on l'amène dans le territoire, on permet d'apaiser cette colère. Donc c'est aussi pour ça que notre fonction, elle n'est pas juste économique, et elle a une fonction sociale très forte et une fonction politique. Donc c'est pour ça que moi je vais vous dire, c'est ce que je dirais certainement d'ailleurs à la ministre, mais je sais qu'elle partage ce point de vue, parce qu'on a souvent parlé avec elle. Sincèrement, je pense qu'autour de cette table, nous, les slogans, en fait, on s'en moque éperdument, vraiment. Nous, ce qu'on veut, c'est des mesures extrêmement concrètes qui permettent d'envoyer des signaux et aux acteurs de la production de la ville, et aux acquéreurs, et aux locataires, et aux élus locaux. Et je terminerai par ça, et je me tais. Mickaël l'a rappelé tout à l'heure, mais il y a eu par le passé une aide aux maires bâtisseurs, qui n'était pas énorme. Moi-même, je me rappelle quand j'étais ministre, elle représentait à peu près 300 millions d'euros. Donc, ce n'est pas énorme dans un budget de l'État. Mais simplement, elle permettait à un certain nombre de collectivités, quand elles dépassaient un certain seuil complexe qui était calculé sur, bref, un niveau qu'elles devaient dépasser, elles avaient une sorte de dotation parce qu'elles avaient produit des logements. Alors, ça a quand même été très utile pour beaucoup d'élus, y compris qui pouvaient dire en conseil municipal, je construis tant de logements, mais j'ai une dotation qui va me permettre d'abonder les ressources de la ville pour faire telle ou telle fonction. Pourquoi ça a été abandonné, sincèrement? Quel est le sens de ça? Il n'y en a pas, en fait, il n'y en a aucun. Et en plus, ce n'est pas pour faire des économies, parce qu'en fait, les 300 millions que vous injectiez, ils vous rapportaient beaucoup plus à l'État en termes d'activité. Donc on voit bien, en fait, qu'il y a eu un détricotage de tout un pan de mesures, à mon avis, pour des raisons dogmatiques et très opposées à l'idée même de la production de logements. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un blocage terrible, avec des collectivités qui se bougent beaucoup, des acteurs quand même qui font des efforts sans précédent, que ce soit Action Logement ou la Banque des Territoires, des bailleurs sociaux qui s'endettent encore plus, mais sincèrement, on n'est pas du tout à la hauteur de la crise qui est là actuellement, et donc ça appelle, à mon avis, des mesures beaucoup plus fortes. Une question juste contextuelle. On a une ministre du Logement et de la Rénovation urbaine, de plein exercice, hein, vous l'avez souligné en introduction, qui a été nommée tout de suite dans ce nouveau gouvernement qui arrive, alors que parfois c'était un petit peu plus long. Est-ce que c'est un signal, sans penser à de la communication juste, mais est-ce que c'est un signal pour dire, bon, cette fois-ci, peut-être on va s'en occuper, on a fait le constat de la crise, mais on va se retrousser les manches? Très simplement, l'architecture d'un gouvernement, elle envoie toujours des signes politiques. Il suffit de voir dans quel ordre sont placés les ministres. Donc là, depuis 2017, nous n'avions pas eu un ministre du logement de plein exercice nommé immédiatement. Oui, c'est un signe très fort. Déjà, ça veut dire que Valérie Létard, elle est au Conseil des ministres toutes les semaines et elle est à part égale avec 18 autres ministres, ce qui est très nouveau pour notre sujet. Après, je ne préjuge pas, mais ce qui normalement doit permettre un dialogue avec le Premier ministre et le Président de la République plus facile. Après, on sait bien qu'il y a d'autres sujets qui vont se passer, quelles sont ces marges de manœuvre. Mais simplement, en tout cas, moi, ma lecture, c'est qu'en donnant cette place au logement,
on donne une force à la parole de Valérie Létard. Oui. Et ça, c'est nouveau. Et elle ne parle pas en plus en étant subordonnée à quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai qu'on compte beaucoup sur elle. Parce qu'en plus, on a pu compter sur elle par le passé dans son rôle de sénatrice. Après, il y aura des enjeux économiques très difficiles. En tout cas, c'est un signe que les prédécesseurs de Michel Barnier n'ont pas envoyé. Donc, je ne peux noter que cela, et y compris, ça a été un choix par le passé d'invisibiliser le logement. Je le dis aussi simplement que cela, puisque moi-même, je l'ai connu quand j'ai dû faire une passation de pouvoir avec un ministre qui ignorait s'il avait le logement ou pas. Donc, voilà. J'ai connu des moments un peu différents. Et des choses qui ont participé probablement à cette montée un petit peu des extrêmes qui entendent cette colère et qui la récupèrent. Il nous reste quelques minutes. Moi, je vous propose, parce que vous l'avez dit, Emmanuel Cos, on veut des actes en fait, hein, et un petit peu moins de communication et des actes. D'ailleurs, c'est ce que nous dit notre Premier ministre, hein, qu'il veut être dans cette tendance. J'ai envie de faire un tour de table, un dernier tour de table pour que vous me disiez chacun dans votre point de vue, en fait, de là où vous parlez, ce que vous attendez justement comme acte pour cette relance et pour essayer de contrer cette crise. Je ne sais pas qui veut commencer, si vous voulez. Je veux bien, oui, merci. Tout de suite, notre logement est malade. Il a 2 maladies. Une maladie chronique, on a un petit peu de temps de le traiter. Dans cette maladie chronique, il faudra travailler l'aide aux maires bâtisseurs. Nous, on a transmis plein d'idées. On a le LLI aux particuliers. On a des prêts qu'on pourrait faire hybrides. Puis d'autres idées. On ne peut pas tout développer, ça va être trop long. Mais ce malade chronique est aux urgences pour insuffisance respiratoire. Et il faut maintenant très rapidement continuer le Pinel dans son ancienne version. Surtout ne pas stopper le Pinel. Donc la demande faite immédiatement, c'est pour nous. Ne stoppez pas le Pinel au 31 décembre et remettez-le, s'il vous plaît, dans son ancienne version pour 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps de pouvoir aussi, après, travailler un vrai statut du bailleur privé, de travailler tout ça. Mais ça, c'est vraiment les demandes, parce que sinon, tout va se casser la figure, et le logement social, puisque, je le répète, nous en produisons un peu plus de 50%. Donc, maintenir une stabilité, d'ailleurs, on l'a entendu, et puis peut-être par la suite un peu d'innovation financière, de dispositifs et... Oui, mais je connais aussi le temps législatif, ça va être long. Il va falloir des... Donc il faut un temps intermédiaire. Loi de finances rectificative, etc., ça va être plus long. Ne rien changer au Pinel, c'est quand même plus simple. Il suffit de changer une date, ça peut se faire assez facilement. Il n'y a pas grand-chose à débattre. Simplement, est-ce qu'il y a une volonté? J'ai eu, je l'ai dit tout à l'heure, Valérie Létard hier au téléphone. Elle est parfaitement consciente. Elle va tout de suite monter au créneau, c'est ce qu'elle m'a donné, je vous donne le scoop, pour effectivement essayer ça. Parce qu'il y a urgence, il y a vraiment grande urgence. Merci, donc on entend bien les messages. Vincent, Christian, même question sur les leviers importants. Oui, non, c'est vrai que par rapport à ce qui vient d'être dit, et en rebond à ce que j'ai pu dire précédemment, nous, on a besoin quand même, malgré tout, que le modèle économique il se rétablisse, et notamment à travers l'accès au logement à un certain nombre d'investisseurs. Donc c'est vrai qu'on parle du Pinel, il peut y avoir d'autres dispositifs qui peuvent aussi aider à ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, il faudra quand même qu'on retrouve un équilibre plus pérenne sur les montants de fonds propres qu'on peut investir sur ces opérations neuves. Donc effectivement, rétablir les canaux, on va dire, de financement pour les investisseurs sur le neuf, je crois que c'est important. Et après, évidemment, comme je l'évoquais, nous, côté bailleur social, on a aussi, et c'est très bien identifié, des besoins qui sont assez gigantesques sur les investissements patrimoniaux, les réhabilitations. Des mesures qui avaient été mises en place étaient, on va dire, déjà un bon début, parce qu'on parlait d'1,5 milliard, 1,2 milliard l'an passé. Donc je crois que voilà, on peut commencer par des choses simples. Là aussi, c'est pas très compliqué, je crois, à changer, et c'est peut-être même pas législatif. Donc Anne-Sophie Grave, de votre côté. Peut-être un point qu'on n'a pas évoqué, mais quand même une préoccupation qui nous concerne tous, c'est le niveau des taux d'intérêt, parce que c'est quand même ça qui a aussi quand même beaucoup joué sur l'accession à la propriété. Ça joue sur les bailleurs sociaux, sur le taux du livret A. Donc on a vu quand même une première détente des taux d'intérêt, et pour qu'elle se poursuive, il faut qu'il y ait un genre de climat de confiance quand même qui s'installe. Donc voilà, c'est plutôt un vœu, effectivement, sur la poursuite de cette baisse des taux, parce que je pense que ça nous redonnera quand même des leviers importants. Et sinon, après, dans les mesures, comme j'ai évoqué tout à l'heure, moi je pense que c'est comment quand même on accompagne aussi cette industrie de la transformation compatible avec le ZAD pour nous permettre de produire du logement de manière différente demain.
Serge Bayard, côté financeur et côté également locataire. Alors, je vais déjà répondre à Anne-Sophie. Nous, on pense que les taux d'intérêt vont baisser. Hein. Donc, alors, sauf catastrophe. On en a vu en même internationale. temps, donc il faut faire attention. Hein. Mais Les crises, on va dire à situation égale, les taux d'intérêt vont baisser parce qu'il y a beaucoup d'argent et la BCE va desserrer sa politique. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement positif. Ils ont déjà baissé hein, par rapport à il y a un an. Le deuxième point qui est purement technique, qui est une décision qui a été prise par la Banque Centrale Européenne, qui a été d'aligner le risque collectivité locale France sur le risque État France. C'est-à-dire que le risque collectivité locale France a été amélioré. Et du coup, pour toutes les opérations qui sont garanties par une collectivité locale, logiquement, les conditions de financement seront plus intéressantes. Alors, ce n'est pas gigantesque, mais tout ce qui est pris est bon à prendre. Ça, c'est les deux points un petit peu conjoncturels. Après, nous en tant que banquier, Banque Postale, on est prêt à monter dans tous les dispositifs qui vont être lancés parce qu'on considère qu'on doit être là en tant que c'est notre mission d'être là, d'accompagner les acteurs. On n'a qu'une supplique, c'est ne montons pas des usines à gaz qui vont mettre 3 ans à être lancées et d'une grande complexité. Parce que ça, on perd du temps. Et ce qui fait le lien avec mon troisième point, je rebondis sur ce qui a été dit par Emmanuel, sur ce qui a été dit par Anne-Sophie, c'est la durée des opérations. Ouais. Nous, en tant que banquier, on dit que la durée des opérations, elle a un coût. Ça coûte cher. C'est une approche, là encore, très froide. Mais entre une opération qui dure 5 ans et une opération qui dure 15 ans, eh ben, ce n'est pas le même prix. C'est pas le même prix. Ça coûte en frais financiers, ça coûte en inflation, ça coûte en plein de choses. Et ça coûte, ça a un impact social, ça a un impact économique, mais ça a aussi un impact financier. Alors c'est vraiment, arrêtons les mesures usines à gaz et réduisons le délai des opérations. Je pense que tout le monde s'en trouvera bien. Question de temps, de gestion du temps. Michael Delafosse, même question en tant qu'élu local. Moi, on a évoqué des pistes. Donc on attendra la ministre de plein exercice ce qu'elle dira, les décisions qui sont prises. Mais je pense que ce qui a été dit là précédemment est très important. C'est pour le moyen long terme. On ne va plus produire du logement comme avant, par l'artificialisation des sols, etc. On va traiter les entrées de ville, les friches commerciales, la transformation de bureaux. Et là, aujourd'hui, il faut qu'on travaille sur les modèles. Les procédures ne peuvent pas, parce que c'est du portage financier, donc ça renchérit le coût du logement. Et là, il y a un enjeu de moyen-long terme qui est absolument stratégique. Toutes les métropoles, les territoires se sont mis aux ânes. Là, nous, on va faire la déclaration de notre projet sur notre PLUI. Moins 53%. Enfin, et ce mouvement est indispensable au vu des enjeux écologiques qui traversent le monde. Mais si on ne dote pas d'outils plus agiles, le modèle village olympique est intéressant. C'est très important. Restructurer des commerces, c'est des coûts très, très lourds, c'est des difficultés. Et la temporalité des projets, ça surenchérit le coût du logement. Et ce sont les gisements fonciers de demain pour le logement social, pour le BRS, pour Action aidée. Et là, ça, c'est un défi qui est devant nous collectivement parce qu'une partie du coût du logement, c'est le foncier, c'est la production, c'est les frais d'intermédiation, mais les frais de portage, les frais d'études, ces frais interminables, ils sont aussi très importants et le coût du logement est un obstacle à l'accession du logement. Et donc ça, ce sera sans doute un thème qui reviendra pour le prochain congrès, mais qui est indispensable à prendre en compte si on veut, une fois que cette crise qui est très dure sera sortie, c'est le prochain mur qui nous attend si des dispositions fortes et volontaristes ne sont pas prises. Parce que je voudrais quand même le décrire, mais c'est le quotidien aussi là des maires, mais ça vous désespère. Ici, il faut une nouvelle étude, l'instabilité des documents sur les prévisions de risque, les modalités de contrôle. C'est très difficile. Et là, moi, je vois un des enjeux pour la décennie à venir. C'est la question, c'est où allons-nous produire du logement? Vous voyez, vous êtes au Parc Expo, là. Ben, si vous remontez, vous avez nos gisements futurs. Ce sont des galeries commerciales qu'il faut remembrer, qu'il faut restructurer. Et ça, c'est des coûts. Il va falloir des outils juridiques
suffisamment puissant et financier pour accompagner les collectivités, pour qu'on puisse ici produire du logement social, du logement pour tous. Donc restructuration, réhabilitation, des modèles plus agiles. On a entendu aussi les dispositifs type Pinel peut-être à relancer, à poursuivre, des taux d'intérêt, on espère, à la baisse, hein, si on en croit notre banquier ici, et des intuitions, voilà, qu'on espère qu'ils se confirmeront. Emmanuel Cos, ce qu'on sent en tout cas, c'est beaucoup de volonté, beaucoup d'optimisme quand même, alors que la situation n'est pas facile, et une vision très pragmatique, j'allais dire, de cette problématique, hein, pour s'inscrire non seulement dans l'urgence du moment, mais aussi à moyen et long terme, comme le disait Michael Delafosse. Alors, tout d'abord, les organismes de logements sociaux, nous sommes des faiseurs et on le revendique. Et je le dis parce qu'en fait, on nous a coupé les jambes sur beaucoup de choses et on explique, alors parfois on n'arrive pas à convaincre, mais je ne me désespère pas, que plus on fait, mieux c'est pour le pays. Chaque euro qu'on investit en tant que bailleur social, il est dans le pays, dans son économie et il est utile à la société et aux gens qui font ce pays. C'est pour ça en fait que moi je ne désarme pas sur le côté de l'action, de l'investissement, et en plus je crois qu'on est un pilier économique dans des moments de récession et je crains qu'on rentre là-dedans dans les mois qui viennent. Et je le dis d'ailleurs à vous tous, je le fais par conviction évidemment, mais aussi parce que je pense que c'est notre responsabilité. Le logement social a toujours été au grand rendez-vous du développement de ce pays et au moment de crise pour répondre à ça. Donc je pense que c'est aussi une de nos positions. Et c'est vrai, hein, si demain, nous, on ne fait plus rien, ben, on va beaucoup mieux. Hein. Non, mais tout le monde le sait ici. On n'investit pas, on va être riche. On va vraiment être riche. Et justement, je pense que notre modèle, nous de bailleurs sociaux, ça a été toujours d'investir les richesses que nous avions pour aller de l'avant et pour répondre aux besoins du moment. Et les besoins aujourd'hui sont immenses, donc c'est pour ça que moi, déjà, je garde cette position et j'essaie de convaincre que plus on va nous aider, plus ça va être possible. Ensuite, je ne réponds pas à la question des mesures, parce qu'y compris, j'en parlerai jeudi, puis il y a des mesures qui sont habituelles et qu'on demande urgemment, mais en termes d'état d'esprit, quand Michel Barnier a été nommé Premier ministre, nous, on a proposé une sorte de pacte, on a dit gagnant-gagnant, parce qu'il fallait trouver un mot pour le qualifier. Et je veux juste vous donner un exemple. Cette RLS qui est prise sur notre chiffre d'affaires, hein, ce 1,3 milliard, le combat, c'est évidemment qu'on la récupère, mais on ne la récupère pas juste pour que ça soit dans nos caisses. On souhaite tous la récupérer et qu'en face, on mette des objectifs très précis de production de logements à des niveaux de loyer précis, des enjeux de rénovation, des enjeux de travail sur la proximité et sur la qualité de notre gestion locative. Vous voyez, on le fait dans un pacte gagnant-gagnant en disant « vous nous redonnez 1,3 milliard, on réinvestit encore plus ». Donc ça, c'est extrêmement important. Et alors ensuite, on a des sujets assez rapides. Évidemment, la baisse du taux du livret A. On en reparlera demain avec Éric Lombard, parce que ça, c'est un enjeu pour nous vital. Et au-delà de ça, c'est construire des nouveaux modèles, notamment économiques, sur des sujets où aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est ce qu'a dit Michael, qui est extrêmement important, parce que moi, je pense que demain, on peut être les artisans justement de la fabrique de la ville dans ces zones qui aujourd'hui sont mal définies, mais financièrement, on n'y arrive pas. Deuxièmement, c'est ce qu'a dit Anne-Sophie Grave sur notre capacité à produire en zone C, où aujourd'hui, économiquement, on n'arrive pas à proposer aux élus locaux des logements sociaux qui correspondent à leurs besoins parce qu'on n'a pas assez de financement. Et ça, je pense que c'est y compris une bataille, moi, sur laquelle je veux énormément travailler, Anne-Sophie le sait, mais y compris sur lesquelles on peut peut-être travailler avec les collectivités locales, qu'elles repensent à leur plan d'investissement à l'échelle départementale et régionale, parce que le logement social, c'est pas que dans la métropole. Aujourd'hui, la moitié de notre production, elle se fait dans ce qui s'appelle la zone C. C'est la ville moyenne, c'est le périurbain, c'est le rural, et ça va continuer. Et en plus, je pense que c'est intéressant qu'on amène du logement abordable de qualité dans ces territoires-là. Donc ça, c'est aussi des dimensions nouvelles sur lesquelles, j'espère, on va accrocher nos futurs interlocuteurs. En tout cas, le message passe bien et ça donne le temps, quelque part, de ce congrès des faiseurs, ce pacte gagnant-gagnant pour y aller, pour pouvoir continuer à faire comme vous l'avez dit et souligné. Merci beaucoup, en tout cas, à vous tous pour cette plénière qui lance donc un peu le ton, on peut les applaudir.